Bonjour. Déjà, je vais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qui a écrit sur mon t-shirt? Tu vois, tu nous as inspiré, Bruno, le côté du t-shirt pour la marque, c'est important. Quelques mots sur qui je suis, mais d'abord, je vais dire le thème d'aujourd'hui, c'était un thème assez complexe. Je me croyais en bac philo. On a passé 1 heure dans la voiture à se demander l'ouverture d'esprit, c'est quoi? Est-ce qu'on peut être ouvert d'esprit sans s'aimer soi-même? La fracture du crâne, c'est quoi? Est-ce qu'on peut être fêlé, tout simplement? On va plein de réflexions comme ça, c'était pas simple. Mais du coup, je vais quand même essayer de parler un peu du projet de moi-même, mais dans le cadre de l'ouverture d'esprit. Alors déjà, je suis inembauchable. Je suis suédois, oui, mais j'ai vécu toute ma vie pratiquement en France ou dans un avion. Inembauchable, pourquoi? Je crois que j'ai démarré aujourd'hui, je dois en être à une dizaine d'entreprises. J'ai été diplomate, mais par erreur. J'ai adoré être diplomate. Mais je suis devenu diplomate par un parcours que je n'avais pas décidé. J'ai été patron d'une société cotée en bourse, dans les mines, avec les mines en Afrique, et où j'ai essayé quelque chose en quoi je crois, parce que j'ai toujours voulu intégrer, alors tu l'as dit, le rire, l'amusement. Pour moi, quand on ne s'amuse pas, il faut changer. C'est facile à dire, mais c'est facile à faire aussi si on se pousse à le faire quotidiennement. Moi, j'ai besoin de m'amuser pour travailler. Besoin de m'amuser, mais aussi ce côté un peu sociétal. Ça m'a toujours passionné, c'est-à-dire pas seulement avoir une approche business, mais aussi penser plus large. Patron d'une société cotée à la bourse d'Oslo, en sachant que les Norvégiens, ils ont gagné l'argent sur le pétrole assez récemment, ils sont dans la spéculation. J'aime bien les Norvégiens, mais là je parle justement du côté boursier. En plus dans les mines et en Afrique. Et où moi je voulais investir justement dans des écosystèmes locaux, acheter les produits localement, avoir des usines de traitement d'eau, pas seulement pour une vision long terme au niveau général, mais rien que pour les écosystèmes locaux. Et j'avais des actionnaires qui me disaient, les quarterly reports, les rapports trimestriels, ils étaient là, écoute mon gars, t'es gentil, mais retour sur investissement. Et je disais, mais c'est un retour sur investissement. Mais il n'y a pas que le retour sur investissement financier. Je n'ai pas réussi à tomber d'accord, j'ai réussi à éliminer 2 présidents, moi j'étais directeur général, 2 présidents, donc j'aime bien me battre aussi. Mais après 2 présidents, je commençais à être fatigué, je me disais non, le problème ce n'est pas les présidents, c'est moi. Je n'ai pas compris que je suis à la mauvaise place et dans le mauvais milieu. Donc je suis parti pour démarrer Yomp. Alors Yomp, une école d'entrepreneurs, et pourquoi est-ce que Yomp? Alors déjà, je n'ai pas eu une idée dans ma vie, je n'ai jamais des idées. Par contre, quand il y a des idées, je sais en faire quelque chose. Donc l'idée qu'être entrepreneur, c'est être le créatif qui a les idées, pas obligatoirement. On peut être entrepreneur, trouver les bonnes idées. Moi d'ailleurs, il y a une personne ici à Marseille que je trouve géniale, qui regarde un peu les brevets dans le monde, et qui voit comment est-ce qu'on peut s'inspirer des brevets dans le monde pour créer, adapter sur notre marché des concepts. Donc entreprendre, c'est aussi regarder ce qui se fait ailleurs. Donc, je me suis retrouvé partant d'un salaire qui était plus que bien, en me disant j'ai envie de retourner à l'entrepreneuriat, j'ai envie d'avoir un aspect sociétal dans ce que je fais. Et bien sûr, j'ai trouvé en Suède quelqu'un qui avait démarré la Yomp Academy. C'est donc une école d'entrepreneurs pour les porteurs de projets qui sont issus des quartiers, des banlieues, et partant d'un constat qu'il y a des vrais talents. On va chercher ces talents dans le hip-hop, dans le foot, pourquoi pas le faire dans l'entrepreneuriat. Donc ce n'est pas du tout une approche d'assistanat, une approche où on veut les aider à tout prix, c'est une approche qui est plutôt on va chercher les talents, parce qu'il y en a. Mais ces talents, ils n'ont peut-être pas eu accès au réseau. Le réseau, c'est peut-être le plus important. Ils n'ont peut-être pas eu accès à la formation et à l'éducation. Ceci dit, dans notre académie, la plupart des personnes ont un bac+2 ou plus. Donc, ce n'est pas uniquement des personnes, cette idée dans les banlieues, il y a surtout des personnes qui n'ont pas un bon niveau d'études. C'est faux.
Ils n'ont peut-être pas accès à l'argent, mais l'argent n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment le vouloir. Donc, une école pour les entrepreneurs issus des quartiers, et où, encore une fois, on n'a rien inventé. On a voulu être innovant, mais innovant dans un mix de comment on fait ça. Tu l'as dit, l'idée, c'est pas un prof. Les profs sont peut-être pas les meilleurs pour entreprendre. Ils peuvent apporter beaucoup d'autres choses en connaissance. Pas un livre, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer lire, au contraire, mais on avait par exemple dans la dernière académie une dyslexique qui a repris goût à apprendre, qui avait lâché en 3e. Donc on s'est dit on va tout mettre en petits films, en bande dessinée, de 4 à 8 minutes, qu'on peut regarder sur un iPhone, un Android, sur un ordinateur, et où je vais apprendre par exemple Michael Porter. Moi j'ai passé 1 mois en école de commerce pour apprendre les 4 P de Porter. Nous, on traite ça en 2 fois 8 minutes. En 2 fois 8 minutes, parce que c'est super simple à comprendre. On a essayé de rendre simple ce qui est compliqué, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on aime bien rendre compliqué ce qui est simple. Donc, l'apprentissage doit être simple et ludique, amusant, mais ensuite, ce qui va être compliqué, c'est comment je vais adapter ça à mon projet et comment je vais travailler sur des missions sur mon projet de manière très structurante et structurée pour valider pendant 6 mois que mon projet tient la route. Donc c'est vraiment par le pratico-pratique. Très important, l'e-learning, on n'y croit pas. Alors vous allez dire pourquoi ils ont démarré ça en e-learning. L'e-learning n'est qu'une des composantes de la formation. La deuxième, c'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, donc des ateliers où on va travailler ensemble, 9-10 entrepreneurs, avec un coach, sur les butoirs, sur les pitchs. On va s'entraider. Et la dynamique, quand on entreprend, est extrêmement importante. Lorsque j'ai démarré Yum, je n'ai pas fait seul. J'ai trouvé 2 autres personnes, 2 autres entrepreneurs qui avaient les mêmes valeurs que moi et on l'a démarré ensemble. Et ça, c'est très très important s'il y a des entrepreneurs ici. N'essayez pas de faire tout seul. Surtout, n'essayez pas de croire que vous savez tout. Donc le partage est extrêmement important. Donc l'intelligence collective. Mais surtout, l'entrepreneuriat, c'est une question d'entrepreneurs et d'entreprise. Donc, on va aller chaque semaine chez nos partenaires entreprises qui sont impliqués dans le programme et on va faire des ateliers de travail. Chez une entreprise, ça va être par exemple un atelier sur l'importance de l'innovation dans l'entreprise, quelle qu'elle soit. Dans une autre, ça va être la fidélisation de clientèle. Comment je peux avoir un client et comment je le garde. Donc, c'est des choses extrêmement pratiques. Mais ce qu'il y a de génial, c'est je travaille mon réseau, c'est-à-dire je rencontre des gens, les codes. Alors on a inclus le jeu dedans, ce qu'on appelle le gamification, parce qu'on a vu, première académie en Seine-Saint-Denis, on avait plein de retard. Plein de personnes qui peut-être ne venaient pas à une session parce qu'ils ne trouvaient pas ça intéressant. Or que nous, on a investi énormément de temps, nos partenaires aussi, et donc, ce n'est pas OK. Donc on a inclus le jeu avec une monnaie virtuelle. Celle-là est entièrement virtuelle. Mais si je suis dans la prestation et j'avance, je gagne de l'argent. Si je ne viens pas à une réunion ou je viens en retard, j'en perds. Ce n'est pas pour le punitif, c'est pour valoriser, parce que c'est une formation gratuite. Donc, on a inclus le jeu, et avec cet argent, l'entrepreneur, il peut acheter des conseillers qui sont dans notre réseau, qui sont gratuits pour nous, mais ça va leur coûter de l'argent. Et en même temps, on ne va pas perdre le temps de nos conseillers, parce que c'est des personnes qui y croient à fond, qui sont investies, qui ont mérité d'avoir un conseiller juridique, un conseiller financier, un conseiller en biotechnologie ou autre. Donc, alors, dites-vous, un Suédois qui débarque en banlieue, alors je me suis dit, on va faire ça entièrement privé, etc. Hors de question, c'est impossible. Politique de la ville, c'est en fin de compte très politique. Et je me suis trouvé face à des commentaires du style, bon, écoutez, vous êtes bien gentil, parce que quand il faut aller voir des politiques, ils disent, vous nous dites donc qu'on ne sait pas faire notre boulot en France. Et là, je répondais, oui, vous ne savez pas faire votre boulot. Mais en Suède non plus, parce que Yum a démarré en Suède. Et si on regarde le résultat aujourd'hui, les quartiers, les banlieues, je ne connais pas un politique qui peut dire on est fier du résultat. Mais je rejoins justement l'aspect, mais est-ce le rôle des politiques et le côté de dire se plaindre, ou est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut changer les choses? Et c'est ça le discours. C'est avec vous, dans la salle, avec des entreprises, avec des entrepreneurs, on peut changer les choses. Et le faire avec des politiques. Et ça, je l'ai appris.
Croire qu'on peut faire que avec le privé, non. Il faut le faire tous ensemble. Le côté citoyen, très très important. Donc on a lancé la première année en France l'année dernière, 20 entrepreneurs, 15 ont été jusqu'au bout. Il y a droit à l'échec. Ne pas aller jusqu'au bout, ce n'est pas un échec, on peut avoir des raisons. 9 ont monté leur boîte, il y en a qui vont se planter. Moi j'ai planté une boîte, j'ai commencé par vendre, démarrer, planter. Donc se planter, c'est pas une tare. Les seuls qui se plantent, c'est ceux qui ont essayé déjà. Donc déjà, si on se plante, on montre qu'on a essayé. Où est-ce que j'en étais? Non, mais en tout cas, cette culture de l'échec est extrêmement importante dans Yomp. On a donc 9 qui sont sortis de la première académie, et on s'est rendu compte qu'on a fait une grave erreur. On a créé un ghetto dans un ghetto. C'est-à-dire, on a voulu créer quelque chose pour les porteurs de projets issus des quartiers, et on l'a fait avec uniquement des porteurs de projets issus des quartiers. Et ça, on a décidé, il faut absolument arrêter. Il faut ouvrir à tout le monde. Il faut de la diversité, de la mixité. Il faut des femmes, des hommes. Il faut donc une diversité, une mixité de sexe, d'âge. On disait les jeunes, non, c'est les young entrepreneurs, donc les primo-entrepreneurs. Ça peut être une personne de 20 ans, une personne de 50 ans. Une diversité d'origine, une diversité de formation. Et là, on se rend compte aujourd'hui, la dynamique en intelligence collective est incroyable par rapport à l'année dernière. Et en plus, on veut contribuer à casser les barrières. Casser les barrières, c'est-à-dire ouvrir vers les banlieues, mais aussi ouvrir dans l'autre sens des banlieues oui, alors à Marseille, c'est vrai qu'il n'y a pas de banlieue, c'est surtout des quartiers. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a maintenant ouvert entièrement à tout le monde, mais avec une cible qui reste prioritaire, qui est donc la population d'entrepreneurs issus des quartiers. On est passé l'année dernière de 20 personnes à 150 personnes. Enfin, on avait mis un objectif de 90 à 120. On démarre maintenant à Marseille, on va être peut-être 30-40, donc on va être plus que 150 entrepreneurs qui rentrent dans l'académie. Un objectif d'en avoir peut-être 70 qui sortent et qui montent leur boîte. L'année prochaine, 300 entrepreneurs. En 2018, 1000 entrepreneurs. Comment on se finance? Public, privé. On n'a pas encore le financement pour avoir 150 personnes, mais ce n'est pas grave, parce qu'entreprendre, c'est aussi oser prendre des risques, et c'est aller de l'avant, parce que si on montre qu'on a un impact sur l'entrepreneuriat, un impact sur le système économique des banlieues, ça pousse aussi les entreprises à nous suivre, ça pousse le public à nous suivre, etc. Donc, l'ouverture d'esprit, c'est ce qu'on essaie d'inculquer vraiment à nos entrepreneurs, travailler ensemble, écouter les autres, travailler avec les autres. Ça ne veut pas dire être opportuniste, ça veut dire savoir se remettre en question et essayer d'avancer ensemble. Merci. Bonsoir et merci. Simplement, quel est votre moyen de sélection quand on vient vous voir, quand on vous dit « je voudrais faire votre université », que faut-il vous prouver, que faut-il faire, qui faut-il être? Faut être soi-même. Mais c'était une vraie question parce qu'on a travaillé avec un cabinet de recrutement au début et le challenge était de ne pas inclure tous les critères techniques, mais inclure... Il y a une différence. Uniquement inclure ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est dur, on a du mal à mettre le doigt dessus, mais c'est l'agnac, l'énergie, ça va être la première chose qu'on va mesurer. Deuxième chose, c'est la capacité et la volonté d'écoute, liée bien sûr à la volonté de travailler en groupe. Et on va regarder une adéquation entre le porteur de projet et le projet. Mais très important, on veut des personnes, même s'ils viennent avec un projet qui peut être petit, qui ont une volonté de créer quelque chose qui a un impact. Donc pendant les 6 mois, on va travailler avec eux sur le Think Big. Essaie de voir grand. Comment est-ce que tu peux vraiment impacter, créer des emplois, créer de la valeur? Donc c'est des critères qui sont assez soft justement, mais on ne veut pas du technique. D'ailleurs, membre de notre comité de sélection. C'est pour ça que je me permets de compléter. J'ai eu la chance de faire partie du jury l'année dernière. Et ce qui est extraordinaire quand on fait partie d'un jury comme ça m'est arrivé très souvent de rencontrer des candidats à l'entrepreneuriat
qui sortent souvent d'écoles de commerce, etc. C'est de voir là des gens, des hommes et des femmes, quelquefois qui parlent à peine le français, mais qui ont une pêche pas possible et des idées géniales. Et c'est vrai que pour nous, déjà, il faut désapprendre notre grille habituelle, c'est-à-dire, est-ce que vous avez fait un business plan, est-ce que... Et là, véritablement voir si la personne en face a la pêche, enfin, en tout cas, elle a une vraie volonté à avancer, et se dire que l'académie, justement, va être là pour l'accompagner à mieux parler français quelquefois, dans la communication parce qu'elle ne sait pas se présenter, dans les réseaux parce que ces gens-là n'ont aucun réseau, et dans sa capacité justement à porter son projet, à le faire avancer. Et c'est vrai que c'est passionnant de participer à un jury comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens comme ça en face de nous et de leur donner une chance. Donc quelque part, la grille qu'on a habituellement, elle vole en éclats, et comme le disait Thomas, on essaie de voir si la personne a vraiment quelque chose au fond, elle a envie d'y aller, et voir dans quelle mesure. En plus, quelquefois, on peut aussi renoncer, se dire, c'est pas notre rôle, il y a trop de boulot, on est une académie, on n'est pas une école, on les accompagne pas pendant 3 ans. Il faut aussi qu'il y ait quand même un petit peu de... On sent qu'ils aient un peu les épaules, on est là juste pendant 6 mois et on est à côté d'eux. Donc voilà, c'était juste pour compléter. Je vais prendre un exemple, justement, un des entrepreneurs de l'année dernière qui est rentré, qui parlait mal le français. Il ne savait pas utiliser un ordinateur. Il écrit très, très mal. Il fait 10 fautes par phrase. Ce n'est pas grave. On lui a dit, il faut que tu t'associes avec quelqu'un qui maîtrise cette lacune. Et c'était le premier à démarrer sa boîte. Au début, c'est mais comment on va y arriver? C'est le premier qui a monté sa boîte. Est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez communiquer de projets qui sortent de votre école? Alors, on a un projet de pâtisserie événementielle, on a un projet de réseaux sociaux pour artistes, on a un projet de coaching par la boxe, mais qui a inclus la connectique pour pouvoir passer la championne du monde de boxe qui vient d'Aubervilliers. Et comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui a un impact, mais qui ne va pas que faire travailler Sarah? On a un projet dans le bâtiment, mais qui est justement voir des projets à rénover, les rénover et prendre un pourcentage sur la plus-value. Donc on essaie toujours de pousser à inclure l'innovation dans le projet, parce que l'innovation, ce n'est pas que de l'innovation technologique, mais c'est très varié. Un projet de vente de produits capillaires ethniques par Internet. Très varié. Merci.